Radio Okapi. Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans votre magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Comment réduire les inégalités salariales dans l'administration publique? Docteur Dirk Chaka, coordonnateur de Congo n'est pas à vendre. Et notre invité aujourd'hui, Docteur Chaka, bonjour. Jeudi, merci pour nous recevoir aujourd'hui. Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. La question vous intéresse, le thème vous intéresse, eh bien, appelez déjà au 082 567 30 95. 082 567 30 95. Et dans la deuxième partie, nous allons parler du crédit carbone. Comment les communautés locales peuvent-elles en bénéficier? Comment est-ce que le crédit carbone peut développer nos communautés locales? Professeur Eustache Kidi-Kwadi, docteur en sciences et l'environnement, sera notre invité. Toute l'équipe est en place pour vous servir. Patrick Yassongo à la mise en onde, John Tibois coordonne et réalise cette émission. Esther Mamboté assure les lives sur les plateformes digitales de Radio Okapi. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous. Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Okapi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir. Et oui, bienvenue dans votre magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Aujourd'hui, nous allons parler des inégalités salariales dans l'administration publique. Eh bien, à RDC, des graves inégalités sont observées dans la détermination des salaires des agents publics de l'État. Les écarts sont trop flagrants entre le salaire d'un député, d'un secrétaire général, d'un magistrat, d'un professeur d'université, d'un directeur d'une entreprise publique et d'un simple agent de l'État, huissier. Par ailleurs, les primes et avantages sociaux varient fortement entre institutions publiques. En outre, les rémunérations versées dans certaines structures politiques ne sont pas accessibles au public. C'est ce que révèle une enquête de l'Observatoire africain des ressources naturelles, AfriWatch, avec le collectif Le Congo n'est pas à vendre. On en parle un peu plus aujourd'hui avec Dr Dirk Chaka, coordonnateur de Congo n'est pas à vendre. Dr Dirk, ravi de vous avoir aujourd'hui. Dans cette émission, qu'est-ce qui vous a motivé à lancer une telle enquête sur les disparités salariales dans l'administration publique dans notre pays? Alors merci beaucoup Jody de nous inviter. Ce qui nous a motivés, c'est d'abord l'étude, essayer de comprendre pourquoi est-ce que dans nos institutions publiques et dans les institutions politiques, le train de vie des politiques et des acteurs de l'administration publique n'est pas tout à fait pareil. La deuxième chose, c'est cela a des conséquences sur la vie générale de la population, sachant que les fonctionnaires publics sont largement majoritaires et en même temps pose des questions sur la dignité et le minimum de vie, de qualité de vie qu'a un fonctionnaire public, un citoyen congolais qui travaille pour l'État de manière générale. Et cela est aussi un deuxième volet d'une enquête que nous avions initiée avec UNIS, toujours dans les cas du SENPAV, qui analysait les trains de vie des institutions par rapport aux dotations budgétaires des institutions politiques et des institutions publiques. On avait dit en son temps, l'année passée d'ailleurs, la note avait été publiée, que les politiques prenaient en otage le budget public.
Et on avait déjà à ce moment-là dénoncé le fait que l'Assemblée nationale, la présidence de la République et parfois certains ministères prenaient 80 ou 70% du budget national et le taux d'investissement, du budget d'investissement n'allait jamais au-delà de 3 à 12%. Ce qui était totalement scandaleux vu l'étendue du pays et les défis que nous avons à ce jour. Donc les écarts des salaires sont trop flagrants. Les écarts de salaire sont trop flagrants. Donc, dans cette deuxième, ce deuxième volet d'enquête, nous sommes allés un peu plus en profondeur pour essayer de creuser maintenant les écarts de salaire entre les agents publics de l'État et les personnels politiques, mais aussi les cadres des institutions publiques. Et ça vous a pris combien de temps pour réaliser cette enquête ? Cette enquête a fait une analyse à partir du budget de 2024 et donc a pris à peu près une année pour pouvoir être menée et a été publiée il y a de cela une semaine en présence des syndicalistes et d'autres acteurs du monde du contrôle. Et on retient qu'il y a aussi des disparités. D'abord, le salaire de base d'un huissier, par exemple, c'est autour de combien en francs congolais ? Qu'est-ce que touche un secrétaire général en termes de salaire ? Et les primes, pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Alors, ce que nous avons relevé dans cette note, c'est que à ce jour, le salaire moyen d'un huissier est d'à peu près 204 000 francs congolais, ce qui est moins de $100. Et le secrétaire général de l'administration publique touche autour de 394 000 francs, ce qui lui donne à peu près 190 quelques dollars, 196 $. Comme salaire de base. Comme salaire de base. Et la tension entre les deux est de 1,06, qui est quand même une tension assez normale, ou bien assez appréciable. Et malheureusement, on a vu que depuis les accords de Mboudi, qui avaient essayé de travailler sur les rémunérations des agents publics, jusqu'aujourd'hui 2004-2026, il n'y a pas eu d'évolution fondamentale. Et selon ces accords, le huissier devait toucher au moins autour de $200. $200. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et on a vu que malgré quelques initiatives qui ont été prises, par exemple par l'actuel ministre de la fonction publique, qui a eu à échanger avec les syndicalistes, je pense l'année passée, cela nous a été rapporté d'ailleurs par des membres du syndicat qui étaient présents lors de la publication de cette note, il y a eu de discussions pour améliorer les standards et les minimums des salaires qui devrait aller à un minimum de $200 pour le huissier et garantir à une échelle qui soit acceptable des salaires de base qui soient décents pour l'agent public. Et nous plaidons donc pour qu'il y ait un salaire de base à visage humain qui permettrait à un agent public effectivement de vivre de manière décente au minimum, mais aussi de restreindre et de limiter le gaspillage des ressources publiques qui sont faits par certaines administrations publiques et certains acteurs politiques qui prennent le grand lot et se répartissent de l'argent, soit en termes de corruption, soit en termes de facilité d'accès à des ressources publiques, et sans que cela ne puisse être réparti de manière équitable à l'ensemble du peuple congolais. Oui. Et aujourd'hui, selon cette enquête, on peut dire que le fonctionnaire gagne plus en termes de primes que le salaire. Le salaire est beaucoup plus dérisoire. Par exemple, les salaires aujourd'hui, quel est le salaire d'un professeur d'université ? Alors, de ce que nous avons pu avoir comme chiffres, je dois d'abord aussi souligner qu'il y a un grand problème d'opacité. Les salaires des agents publics, commençant par le salaire du président de la République, de la première ministre et de tous les agents publics politiques, je peux dire, ne sont pas officiellement accessibles. On ne peut pas dire aujourd'hui combien touche le président de la République, on ne peut pas dire combien touche la première ministre, on ne peut pas dire combien touche le président du Sénat. Personne ne le sait, à part eux et peut-être leur bureau, mais il n'y a pas accès public aux données qui concernent leur salaire. Et ça, c'est quelque chose que nous dénonçons et nous demandons que cela puisse être corrigé. Nous devons avoir accès aux rémunérations de ces agents publics qui sont... Parce que c'est pas un secret, parce que les gens n'aiment pas trop dire aussi leur salaire. Mais c'est pas un secret, docteur Dirk. Dans tous les pays qui sont sérieux en termes de gouvernance, cela doit être rendu public, parce que ça permet d'assurer un certain monitoring sur leur propre capacité d'enrichissement, mais aussi et de pouvoir faire un débat sur les équités. On a vu, par exemple, que les disparités qui existent au sein de l'administration publique ne sont pas dépendantes de la pénibilité du travail ou de la compétence de l'agent ou alors d'un travail exceptionnel qui lui est accordé. On a vu que pour les mêmes grades,
peut-être même pour le même travail, les disparités sont très grandes en fonction de l'administration dans laquelle vous travaillez. Si vous êtes au ministère du Budget ou de Finances, ou que vous pouvez faire partie des commissions qui collectent de l'argent pour les agents publics, ils sont dans un traitement totalement différent. Par exemple, la DGI, DGI, la DGD, DGA, et tous ceux qui sont dans les ministères, surtout de Finances et de Budget, ceux-là ont un accès privilégié. On a même eu écho que certains membres de ces ministères toucheraient jusqu'à hauteur de $30,000 alignés sur plusieurs listes sur lesquelles ils perçoivent des primes diverses. Et aujourd'hui, comme vous avez posé la question du professeur, aujourd'hui, le professeur n'a pas plus de salaire qu'un secrétaire général, naturellement, mais ils ont une prime qui varie autour de $1,500 le mois. Et donc, cette prime est la compensation qui leur est faite sur leur salaire, mais sachant bien sûr qu'à la fin de leur carrière, leur rémunération, leur rente est calculée sur base de leur salaire de base. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit qu'après la retraite, beaucoup de personnel, que ce soit de l'administration publique ou les professeurs ou les magistrats, vivent péniblement. Péniblement, avec une rente dérisoire. Dérisoire qui peut aller à 170 000, 150 000 pour ceux qui ont la chance de les recevoir. Et peu de gens peuvent se permettre d'être élogieux par rapport à cela. Comment réduire les inégalités salariales dans l'administration publique? 082 567 30 95. Appelez à ce numéro pour intervenir. 082 567 30 95. N'attendez pas les dernières minutes. Aujourd'hui, nous recevons Dr Dirk Charka, coordonnateur du collectif Congo n'est pas à vendre, qui nous parle d'une enquête, les résultats d'une enquête sur les inégalités observées dans la détermination des salaires des agents du secteur public. Et vous savez, même dans l'administration, à la fonction publique, à un moment, on parlait même du sida. Les salaires insuffisants, difficilement acquis. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire, docteur? Qu'est-ce que vous avez proposé dans la conclusion de votre enquête pour corriger ces inégalités? Alors, nous avons donc constaté déjà qu'il y a un sacrifice du social du Congolais dans le chef des politiques et des acteurs gouvernementaux qui sacrifient l'avenir des agents publics. Et aussi, on a dit qu'en dépit de ces montants tout à fait colossaux qui sont investis dans les frais de fonctionnement, dans les frais, comme on a dit, de recherche, qui sont des frais dont on n'a pas réellement la visibilité et dont l'affectation n'est pas clairement audité. On a vu par exemple que les taux d'investissement dans les investissements sociaux ne dépassent jamais 3 à 12%, pendant que les institutions telles que la présidence, l'Assemblée nationale sont toujours en dépassement de plus de 200% de leur budget. Alors en termes de recommandations principales, nous avons demandé que le président de la République mette en œuvre ses engagements sur le plafonnement du train de vie des institutions, et en particulier le plafonnement du train de vie de la présidence qui devrait être pas supérieur aux 10% du budget de fonctionnement de l'institution elle-même, mais aussi au gouvernement de créer un cadre interministériel qui puisse standardiser la grille salariale pour la rendre unique, harmonisée, mais aussi transparente, qu'elle soit accessible et permettre que l'ensemble des acteurs de la société civile puissent faire un suivi sur les rémunérations et l'affectation des ressources publiques afin d'assurer ce que la Constitution demande, qui est une répartition équitable du revenu national. Enfin, pour que le Parlement et les institutions de contrôle jouent pleinement leur rôle. Le Parlement, en tant qu'autorité budgétaire, doit s'assurer qu'une répartition équitable de revenus est faite entre les acteurs de l'administration et les responsables publics, mais aussi permettre qu'il y ait, à défaut, une loi sur la rémunération qui permettrait de définir l'ensemble des avantages, des grilles de primes et des salaires de base qui sont consacrés à chacune des responsabilités publiques, que ce soit une fonction politique ou une fonction de mandat. On a relevé, par exemple, pour certaines institutions publiques telles que le FONAREV, dont les directeurs touchent autour de $38 000. On a relevé par exemple que certaines primes, certains salaires de certains de ces agents constitueraient plus de 200 à 300 mois de salaire d'un agent ordinaire. Et cela sont des abus graves. Et enfin aussi pour les institutions. Et quelle est la structure qui détermine, en passant, sur quelle base on calcule les salaires?
des uns et des autres. Alors, on sait par exemple que pour ces institutions, ces agences publiques de l'État, ils ont l'autonomie de pouvoir définir la rémunération de leurs agents, mais cela ne devait pas effectivement aller dans un cadre qui soit totalement déconnecté de la réalité de la rémunération générale de l'agent de l'État. Soit l'agent public de l'État, on améliore ses conditions et on fait qu'il a des conditions de rémunération qui soient à visage humain, décentes et qui lui garantissent ce minimum de vie acceptable, soit que les agences et les autres aussi ramènent leur traitement de manière à ce que le revenu soit équitablement réparti. Parce qu'il n'est pas normal qu'un agent fasse une carrière de 20 ans, un enseignant fasse une carrière de 20 ans, 30 ans, et que l'ensemble de sa rémunération, de toute sa carrière, ne corresponde même pas à un mois de rémunération d'un agent public qui est dans une structure qui peut définir de lui-même comment se payer, comment se gaver. Et quelles sont les conséquences de ce fossé béant ou de ces écarts entre les salaires des agents publics dans l'administration? Alors, les conséquences sont dramatiques sur la vie sociale des Congolais en général, de l'agent public en particulier, mais aussi sur l'émiettement de la famille, sur l'incapacité des agents publics à survenir répondre aux besoins de leur famille. De la famille. Un policier, un militaire, un agent public ordinaire, comment peut-il vivre décemment avec sa famille avec 100 000 francs, 120 000 francs ou 200 000 francs, même 300 000, sachant bien sûr que ceux qui ont le plus de rémunération ne sont pas les moins corrompus. Là encore, c'est un autre débat. On voit effectivement que autant les députés ont des salaires exorbitants, autant les acteurs qui sont dans les agences publiques et qui se rémunèrent grassement, ils ne sont pas non plus à l'abri de la corruption. Et pour le petit peuple, pour l'agent public ordinaire, ils ne sont pas à l'abri aussi de cette tentation de pouvoir s'auto-payer. Et de pouvoir... Aujourd'hui, le monnayage des services, quand vous allez dans l'administration, il faut laisser quelque chose. Il faut laisser quelque chose. Il faut acheter le papier sur lequel on doit écrire, alors que les fonds de fonctionnement existent pour ces ministères, mais sont sûrement pas bien gérés, ne sont pas affectés à ce à quoi ils étaient destinés. Et pour les organes de contrôle, nous pensons que l'IGF, l'Assemblée nationale, la Cour de compte devraient faire un travail de fouille minutieuse pour savoir comment est-ce que sont réparties ces ressources, qui en est le meilleur bénéficiaire, et pouvoir faire qu'un débat public entre les ministères, les agents publics, les syndicats soit à l'ordre du jour afin de réformer la grille salariale et la rendre humaine pour permettre à ce que l'ensemble des agents publics de carrière de l'État soient rémunérés de manière décente. Comment réduire les inégalités salariales dans l'administration publique? Dr Dick Chaka, coordonnateur de Congo n'est pas à vendre, est notre invité aujourd'hui. Mesdames et messieurs, le standard est déjà ouvert. 082 567 30 95 082 567 30 95, c'est le numéro par lequel vous pouvez nous appeler pour intervenir dans cette émission. Et merci à vous tous qui nous suivez sur les plateformes digitales de Radio Kapi. Nous parlons de cette enquête du collectif Congo n'est pas à vendre, qui nous révèle les écarts trop flagrants entre les salaires des différentes institutions de l'État. Alors, docteur, dire qu'aujourd'hui, par exemple, un magistrat gagne combien? Un député, vous avez déjà parlé du salaire des députés. D'ailleurs, à un certain moment, il y a eu un débat comme ça où les députés demandaient encore qu'on puisse revoir à la hausse leurs salaires, et les professeurs avaient crié au scandale. Tout à fait. Il y a un gros trou noir concernant les salaires des hauts dirigeants politiques. On sait que le débat qui a porté sur les rémunérations de 21 000 $ était très contesté, mais on sait que leur rémunération tournait autour de ce montant-là. Et bien qu'il ne soit pas très transparent, on sait qu'il y a beaucoup d'avantages qui leur sont accordés, même s'ils peuvent prétendre qu'ils ont un salaire de base qui n'est pas de ce montant, mais l'ensemble des avantages qui leur sont acquis. Et on sait aussi que des monnayages sont faits sur l'une ou l'autre question, et donc ils ont des rémunérations qui sont totalement au-delà de ce que peut espérer avoir un cadre public de l'État normal. Il semble que aujourd'hui, dans l'administration, une personne peut toucher 2, 3, 4, 5 fois dans différents services de l'État. Et spécialement ceux qui sont dans les ministères qui alignent des listes autour des primes
qui sont les listes sur lesquelles se retrouve un agent qui peut être dans une commission de la présidence, du ministère de Finances, de toutes les commissions qui sont mises en œuvre. Peut se retrouver sur 100 listes. Sur 50 listes, sur 30 listes, et peut avoir une rémunération, d'après ce qu'on avait entendu dire, allant jusqu'à 40 000, 30 000 $ le mois. Et donc, on a aussi remarqué, par exemple, que, comme on l'a dit, il n'y a pas de transparence sur la rémunération des acteurs, des dirigeants des institutions politiques, que ce soit la présidence, la primature, l'Assemblée nationale, et aussi les dépassements institutionnels. On parle de magistrats. On sait par exemple qu'on a vu qu'au niveau de la présidence, à peu près 8 000 employés, agents, ils ont un budget d'à peu près 3 milliards de francs le mois. Et en même temps, on sait que le budget de la présidence est au-delà du budget du secteur judiciaire, de la RDC en général. Alors, quand on regarde les effectifs, quand on compare les mandats, on se demande, est-ce que les 8 000 agents ont le même traitement que l'ensemble des magistrats qui, eux, à leur niveau, que ce soit au niveau des provinces, assurent un travail sous la justice et méritent d'être dans des conditions décentes de travail. Et pour parler du cas aussi des dépassements budgétaires, ces institutions politiques, non seulement elles ont des budgets importants, mais généralement ont des dépassements jusqu'à 139%, 140%, 150% dans leur exécution. Et donc aujourd'hui, les plaidoyers est que l'ensemble des ministres concernés, budget, fonction publique, finances, la présidence, Madame la Première ministre, doivent s'atteler sur cette question, parler avec l'ensemble des acteurs, mettre en œuvre la feuille de route qu'ils ont envisagée avec les syndicats pour commencer à penser à rendre à l'agent public la décence qu'il faut. Et aussi, il est important de pouvoir aussi réfléchir sur le contenu du salaire. On le dit, le salaire au Congo n'a pas de contenu. On ne sait pas, par exemple, l'agent public, très peu d'agents publics ont de fiches de paye qui savent dans leur salaire, voilà, la quotité est réservée à telle rubrique, le rubrique sur, comment on appelle ça, les rubriques sur le logement, les rubriques sur la santé. Tout cela n'est pas répertorié. Et donc, il est important de faire un travail de transparence, mettre en place des outils de transparence qui permettent à l'agent de savoir sa rémunération à quel contenu. Et dans le cas échéant, la loi ne prévoit pas que les primes aillent au-delà du 2/3 du salaire de l'agent. Mais on l'a vu dans tout ce qu'on vient de dire, que les primes sont importantes par rapport au salaire, sachant bien sûr que ces primes ne servent pas à ce que l'agent retrouve une vie décente à la fin de sa carrière. Et donc, il est important de se demander, est-ce que les primes ne devraient pas être converties en salaire, oui, et de permettre d'avoir un débat transparent avec l'ensemble des acteurs. Bien, 082 567 30 95. Nous avons la réaction de Charles Kisimba Salangeta depuis Lubumbashi. C'est vraiment avec des larmes aux yeux de constater ces inégalités dans un pays scandale appelé scandale géologique. Chose qui pousse les jeunes à arriver à se lancer en politique parce qu'ils se disent que c'est là-bas où il y a l'argent. Nous allons toujours assister à une fuite des cerveaux sans fin à la recherche du bon pâturage. Merci. Il y a Roshimi Mavinga depuis Matadi qui nous a écrit. Il dit « Je pense que c'est une réalité dans notre pays, la RDC. La politique salariale doit être bien élaborée, mais aussi le contrôle des agents qui reçoivent les salaires, car beaucoup des autorités ont des agents fantômes. Et moyennant ça, ils volent l'argent du pays. Voilà, il y a des fictifs qui reçoivent chaque mois de l'argent, et puis c'est beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces deux internautes qui nous ont écrit ? Ils ont tout à fait raison. La situation générale est catastrophique, et comme ils l'ont dit, il y a aussi ce problème d'agents, comme il a dit, les agents fictifs, les problèmes d'identification des agents de l'État. L'un des syndicalistes qui était avec nous lors de la publication nous a dit qu'en 2014, ils ont fait une enquête, ils sont allés en province, ils ont dénombré des milliers de cas fictifs d'agents publics. Des milliers. Des milliers. Il a dit, c'était d'ailleurs rendu public à l'époque du gouvernement Matata Mponyo. Et rappelez-vous, lors de la bancarisation,
il était noté que l'argent qui restait, les résidus d'argent qui n'avaient pas été payés suite au fait que les personnes n'étaient pas retrouvées, qu'il n'y avait pas des cartes ou d'identification. Cet argent était retourné en banque. Était retourné en banque et il était même prévu que le surplus qui n'était pas pris par les agents soit attribué à la rémunération des agents publics reconnus. Et aujourd'hui, on n'en parle plus. On ne sait pas les résidus qu'il y avait eu à ce moment-là. Ça va où? Comment ça a été affecté. Et on sait qu'aujourd'hui, et le gouvernement en parle même, ils sont en train de dire que la rémunération des agents publics coûte très cher à l'État, que ça devient un défi pour eux. D'ailleurs, vous vous souvenez, un mois, le gouvernement a dû emprunter de l'argent pour payer les fonctionnaires. Exactement. Et même le président l'a relevé dans un conseil des ministres en disant le coût sur les paiements des agents publics coûte excessivement cher. Vous savez quoi? C'est parce qu'effectivement, l'une des raisons, c'est qu'il y a aujourd'hui des pratiques, des commissions, où des personnes sont payées alors qu'elles ne sont pas régulièrement reconnues comme des agents publics. Il y a beaucoup de pratiques qui sont liées à des personnes fictives qu'on insère dans le fichier de paye parce qu'on les intègre dans des commissions où il y a aussi, comme quelqu'un l'a dit, encore un syndicaliste, qu'il y a des commissions de budget par ministère qui vont au niveau du budget et s'entendent sur des rémunérations qui doivent être faites et qu'à partir de ces rémunérations, des ristournes sont faites par rapport à un certain nombre d'agents qui ont été mis sur la liste et qui, normalement, ne devraient pas bénéficier de ces rémunérations. Et il y a même des gens qui continuent à percevoir de l'argent, des agents déjà décédés. Exactement, des agents décédés, des gens qui n'existent pas, des listes fictives. Et toute cette manne d'argent, normalement, est en train de renfluer ou alors d'exagérer la part liée à la rémunération, alors que l'agent qui travaille n'a pratiquement rien du tout. Et donc, il y a aussi une politique de rationalisation. Et c'est pour ça que cette politique de transparence aussi doit être mise en place, pour savoir qui gagne quoi en fonction de quel travail. On doit évaluer les différentes responsabilités, la pénibilité du travail, la contribution au travail de l'État, la responsabilité, et définir des rémunérations qui tiennent compte effectivement de cela, de l'expérience, de tout ce qu'on veut comme critère objectif, afin de permettre à l'agent public de rentrer dans ses droits. Et cela pourra prévenir effectivement la déliquescence de la vie publique, la détérioration du climat des affaires, comme on dit, aussi la déliquescence de la famille et l'ensemble des questions que l'on connaît aujourd'hui en termes de crise de société que l'on traverse dans notre pays. Bien, Patient Kafoula nous a écrit, il dit ceci: les fortes inégalités salariales observées dans l'administration publique congolaise traduisent principalement l'absence d'une politique salariale cohérente, le manque de transparence et la faiblesse des mécanismes de contrôle. Ces disparités alimentent la démotivation, favorisent la corruption et compromettent l'efficacité de l'action publique. Pour réduire ces écarts, l'État congolais doit engager une réforme profonde fondée sur les principes d'équité, de transparence, des mérites et de redevabilité. La mise en place d'une grille salariale harmonisée, l'encadrement des primes, la publication des rémunérations publiques et la modernisation de la gestion des ressources humaines constituent des leviers essentiels pour construire une fonction publique plus juste, plus performante et davantage au service du développement national. En définitive, l'équité salariale n'est pas seulement une exigence sociale, elle représente également un impératif de bonne gouvernance et un facteur déterminant des performances de l'État congolais. Voilà, c'est la réaction de Patient Kafoula depuis Kalemi. Docteur Chaka. Il a tout à fait raison. Cette grille salariale dont on a parlé est un élément essentiel pour assurer la transparence, mais aussi la responsabilité du gouvernement vis-à-vis de la répartition des revenus nationaux. Aujourd'hui, on sait et on voit combien les avantages liés au poste politique font que l'ensemble des Congolais aujourd'hui ne pensent que en l'avenir politique, ne pensent que en une seule option, de travailler comme acteur politique pour pouvoir s'enrichir, mais aussi pour pouvoir vivre de manière décente. Nombreux, d'ailleurs, qui sont entrés en politique, sont dans une démarche de pouvoir s'enrichir pour se maintenir en politique. Et l'ensemble des Congolais, les autres fonctionnaires publics, sont tout à fait oubliés. Et sachant bien que l'enseignant... Un instant, docteur Dirk. On va accueillir Judith Lukusa depuis la ville de Lubumbashi. Madame Judith, bonjour. Allô?
Merci d'ouvrir votre micro. Judith Loukoussa, bonjour. Allô? Voilà, je vais vous demander d'ouvrir votre micro pour nous permettre de vous entendre, sinon on ne capte rien. Nous parlons de la réduction des inégalités salariales dans l'administration. Madame Judith, bonjour. Allô? Bon, je pense qu'elle est partie. Elle va certainement nous rappeler. Allez-y, docteur Dirk. Oui, donc je disais que la seule porte des sorties, la seule porte d'issue pour l'ensemble... Un instant, on me fait signe qu'elle est de nouveau là. Madame Judith, bonjour. Bonjour Jody, vous m'entendez, j'espère? Oui, maintenant ça va, on vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux inégalités salariales dans l'administration publique? C'est très triste, Jody, c'est très triste parce que il y a un moment, le président de la République avait dit il faut bannir les inégalités salariales entre les fonctionnaires de l'État. Ça fait mal de voir un professeur d'université toucher $1 500 de prime alors qu'il y a les gens, par exemple, dans des ministères de budget, pour ne citer que c'est là, qui touchent plusieurs millions de francs, alors que les formateurs de ces députés, qui sont les enseignants et les professeurs, touchent des miettes. Alors moi, je crois que le monsieur, votre invité, ils doivent monter au créneau, multiplier les sensibilisations, demander s'il faut l'audience auprès du président de la République pour qu'on puisse revoir les inégalités dans la fonction publique. Il y en a qui touchent que de miettes. Si un huissier qui bouge trop n'a que 200 quelques mille de francs, il y a aussi les infirmiers qui font un grand travail dans des hôpitaux. Aujourd'hui, nous avons la situation d'Ebola qui touche sensiblement notre pays. Vous allez remarquer que même ceux-là qui travaillent sur cette épidémie sont payés à monnaie des singes. Donc, il serait mieux que les sensibilisations se multiplient et que les autorités puissent aussi passer à l'acte parce qu'on en a marre. Merci beaucoup pour votre travail. Je suis Radio Okapi depuis Lubumbashi. Merci Madame Loukoussa, Judith depuis Lubumbashi. Docteur Dirk. Oui, et là tout à fait. Merci beaucoup à Madame Judith pour avoir relevé ce cas d'infirmiers et de médecins. On sait aujourd'hui que la prime de médecin, qui était d'une valeur de $1,000 à l'époque, est autour de 450. Et il semble qu'il y a même grève actuellement. Il y a grève de médecins. Il y a beaucoup de revendications qui n'ont pas été prises en compte pour les médecins, que ce soit en termes de leur prime, mais aussi, on sait que nombreux ne sont même pas alignés au salaire de base. Il y a beaucoup d'infirmières, infirmières, comme il l'a dit. Nous étions d'ailleurs avec le président de l'Ordre national des infirmiers lors de la publication de cette note, qui nous disait effectivement que la plupart des infirmiers, un grand nombre, n'étaient même pas immatriculés, ne reçoivent pas de salaire de base. Ils ne sont pas mécanisés, ils ne reçoivent pas de salaire de base, ils ne vivent que de la prime qu'ils peuvent recevoir au niveau institutionnel de leurs hôpitaux, ce qui est aussi très, très, très minime. On sait par exemple que les fonctionnaires politiques des ministères privilégiés reçoivent à peu près 6 millions de francs, donc à peu près $2,000 de primes pour le moins payé, et d'autres touchent parfois 300 000 pour les mêmes équivalences, ça veut dire pour les mêmes grades. Dans d'autres ministères, ils ont des primes d'à peu près 300 000, alors que pour des ministères, comme il a dit, de budget, de finances et autres, il peut y avoir des personnes qui touchent des primes de 6 millions de francs, donc autour de $2,000 le mois, et cela n'est pas harmonisé, n'est pas standardisé. Et ces rémunérations au niveau de la présidence, des ministères, du Premier ministre, des institutions des finances, sont au-delà parfois des rémunérations des professeurs d'université. Elle a parlé aussi des cas des enseignants, qui est l'un des cas les plus déplorables. Malgré le fait qu'il a été annoncé des améliorations et tout le reste, l'enseignant reste en moyenne autour de $150 le mois. Donc, ça reste extrêmement minime et cela ne peut pas garantir. Le barème de Mboudi n'a jamais été appliqué. Le barème de Mboudi de 2004 n'a jamais été appliqué à ce jour. Et donc, on continue à être dans la même précarité et le gouvernement doit prendre ses responsabilités, adresser cette question avec l'ensemble des syndicats. Les syndicalistes nous ont dit une chose, ils nous ont dit
Avant, les syndicats étaient perçus comme seulement des groupes de revendication. Mais les syndicats ont fait un travail important, un travail de proposition. Mais depuis que les propositions des syndicats ont été remis au gouvernement, très peu de ces propositions n'ont été prises en compte par le gouvernement et on continue à voir cet appauvrissement de l'agent public, mais aussi cet enrichissement exorbitant, même indécent, des acteurs politiques et des agents politiques. Et vous avez suivi, Madame Judith est attristée. Elle est vraiment attristée par cette situation et vous demande est-ce que vous approchez les institutions de l'État, la présidence par exemple, pour déposer votre rapport et faire le plaidoyer. Exactement, nous avons invité le ministre de la fonction publique, le ministre du budget, le ministre des finances lors de la publication de ces rapports. Malheureusement, ils n'ont pas été là. Nous allons continuer ce travail pour aller auprès de ces institutions, remettre le rapport et demander de manière officielle, nous le demandons déjà, d'avoir la possibilité de les rencontrer pour discuter de ces questions. Les syndicats qui ont été présents le jour de la publication de cette note, nous ont aussi demandé de pouvoir créer cet espace de dialogue avec le gouvernement et l'ensemble des acteurs pour voir dans quelle mesure trouver des réponses à ces questions qui sont des questions tragiques qui concernent la vie des milliers des agents publics de l'État et sans laquelle la cohésion sociale que l'on veut, la sérénité sociale, mais aussi l'accès aux services publics sera toujours... Donc aujourd'hui, si vous allez dans l'administration pour un service, il faut vous préparer à laisser 5 000 ici, 10 000, 3 000 là-bas, à gauche, à droite. Sinon, on ne vous sert pas. Il faut personnaliser le service. Non seulement vous payez, mais vous devez avoir quelqu'un qui suit pour vous et pour faire le suivi de vos dossiers, encore vous devez payer et souvent encore c'est payé au-delà de ce qui est requis. Rappelez-vous la question du passeport. On dit que le passeport coûte $90, $100, mais ce n'est pas réel parce que tout ce circuit des acteurs, des agents qui interviennent... Des intermédiaires. Ce sont des agents publics souvent ou des agents qui ne sont pas des agents publics, mais en tout cas, à terme, même celui qui va rendre le service, parfois, conditionne cela par un paiement qui n'est pas un paiement réglementaire. Et si vous essayez d'entreprendre les démarches vous-même, vous risquez de... vous perdez du temps. Vous perdez de l'énergie. Vous faites 10 jours en train de venir et rentrer sans que personne ne vous reçoive, sans que vous sachiez comment commencer la démarche. Et souvent, c'est fait de manière consciente pour pouvoir décourager ceux qui veulent passer par la voie normale. Parce que là, ça ne rémunère pas ou ça ne donne pas de l'argent et de la corruption, bien sûr, à l'ensemble des acteurs qui en bénéficient. Comment réduire les inégalités salariales dans l'administration publique ? 082 567 30 95. Nestor Bitiassou à Bassoko nous dit ceci. Comment le gouvernement envisage de résoudre le problème des fonctionnaires qui obtiennent les triples, voire quadruples des salaires mensuels ? Ah, ça c'est une autre révélation de Nestor Bitiassou depuis Bassoko. Nous l'avons dit, c'est vrai que cela n'a pas été l'objet principalement de notre analyse, mais nous allons y travailler, ne vous en faites pas. Nous sommes en train de collecter l'ensemble de données qui concernent non seulement les rapports qui avaient été faits sur les doublures ou les personnes qui percevaient plusieurs salaires. Et cela a été même mis à nu par l'IGF. Vous vous rappelez du rapport que l'IGF avait fait et qui avait démontré que certaines personnes percevaient 4, 5, 6 fois, 10 fois leur salaire. Mais ce rapport n'a pas été rendu public. Et donc, l'ensemble des travaux qui sont faits pour mettre de la transparence sur les questions des rémunérations, généralement, ne sont pas rendus publics. Ça, c'est un problème parce que... Des questions sensibles. Exactement. On n'en parlait pas. Ça veut dire qu'on ne veut pas établir de la responsabilité. On ne veut pas aborder la question de manière profonde pour trouver des réponses appropriées. De deux, il y a effectivement, comme on l'a dit, dans les structures, surtout les ministères qui gèrent les finances, le budget et autres, des personnes qui se positionnent soit autour des commissions, soit autour des rétrocommissions, soit autour des personnes fictives qui sont inscrites sur les listes de pays de l'État et qui collectent énormément de revenus et parfois même mettent en place des mécanismes de ristourne de l'argent qu'ils ont collecté. Donc, ça fait que l'administration publique a peut-être les ressources qui permettraient d'améliorer les conditions de l'agent public, mais la mauvaise gestion du nombre des listings et la mauvaise répartition de ces revenus, mais aussi le fait que certaines personnes se sentent extrêmement permises de tripoter les revenus qui sont alloués aux fonctionnaires publics, ne sont pas non plus disposées à faire évoluer le processus. Elles bloquent ou elles s'interposent
à des réformes qui pourraient permettre à l'agent public de se retrouver avec une meilleure rémunération. Et ça, c'est des goulots d'étranglement qui méritent d'être adressés par les autorités. C'est elles qui ont les moyens d'identifier les problèmes, d'identifier les personnes qui se servent et qui utilisent ces différents aspects de la corruption pour pouvoir être sanctionnées, mais aussi faire avancer le processus de redistribution équitable. Docteur Dirk, est-il possible de revoir la grille salariale du fonctionnaire de l'État ? Oui, il est possible. Et comme je l'ai dit, avec les syndicalistes avec lesquels nous étions, ils ont même parlé d'une discussion qui a été faite l'année passée, en 2025, avec le ministre Liaou. Et il y avait même une convention qui avait déjà été signée entre les syndicats et la fonction publique afin de pouvoir améliorer la grille salariale. Seulement, nous avons demandé qu'il y ait des mesures plus poussées. Ça veut dire qu'il y ait d'abord cette transparence, que cette grille soit publique, qu'elle permette que l'ensemble des agents sachent que par rapport à mon grade, à mes responsabilités, voilà ce que je dois gagner. Donc, c'est que je dois recevoir de l'État. Déjà, le secrétaire général est dans les 300 quelques mille francs congolais. Le secrétaire général. Un secrétaire général. Oui, dans les 300 quelques mille francs congolais de salaire de base, ce qui fait que à sa retraite, il n'y a aucune garantie qu'il vive décemment. Mais aussi, on sait qu'il y a eu des améliorations par rapport au régime de retraite et qu'il y a certaines initiatives qui ont été prises. C'est à saluer. Mais cela n'est pas suffisant. Cela ne doit pas être des exceptions. Cela ne doit pas être comme des avantages qui sont liés à un moment donné où la Banque mondiale a accepté de faire un certain nombre de soutiens au gouvernement pour que les agents aillent en retraite. Mais il doit être mis en place un mécanisme transparent qui assure que l'ensemble des agents publics gagnent leur vie décemment et vivent décemment après leur retraite. Mais aussi, une chose qui est aussi très importante, c'est qu'il faut qu'il y ait une loi qui réglemente, qui fasse qu'on sache clairement quelles sont les bases sur lesquelles sont posées les redistributions des richesses, mais aussi les revenus ou les traitements salariales qui sont alloués aux agents publics de l'État. Que pour certains ministères ou certaines institutions politiques, comme l'Assemblée nationale, la présidence, qui a des allocutions, des frais de recherche, ainsi de suite, qui ne sont pas généralement transparents. Les frais de recherche de quoi ? Les frais de recherche institutionnels qui, je ne sais pas, servent à quoi, mais en tout cas, ce que nous avons entendu des débats que nous avons eus avec certains acteurs, c'est de dire, par exemple, à l'Assemblée nationale, c'est l'argent qui aide à gérer les députés, à les gérer. Ça veut dire à gérer les attentes des députés. Okay. À la présidence, on ne sait pas dire clairement parce que c'est des montants qui sont affectés de manière opaque et dont la reddition des comptes elle-même de la Cour de comptes ne dresse pas réellement les affectations. Et donc, ça reste des caisses noires, soit qu'il faut savoir, comment je peux dire, dont les dépenses doivent être écartées, éclatées pour qu'elles soient transparentes, soit qui doivent être carrément soit annulées ou pouvoir être carrément bannies de la structure de la dépense pour permettre que ces montants soient affectés à des rémunérations d'autres agents publics. Comment réduire les inégalités salariales dans l'administration publique ? Honoré Tchibouaboua, vous êtes à Mbujimaï et docteur Jean-Luc Katende à Lubumbashi. Honoré Tchibouaboua, bonjour. Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à l'invité, à tous les auditeurs. Quelle est votre préoccupation ? Oui. Par rapport au sujet du jour, monsieur Jody, l'honnêteté nous oblige quand même de reconnaître que les agents publics de l'État ne vivent pas de leur salaire. Tout agent public qui attend seulement les salaires pour vivre, donc il ne vit pas. Il sera même incapable de payer les loyers. Maintenant, ils vivent comment ? Ils vivent comment ? Bon, il vit avec son salaire là, mais il se débrouille autrement pour sa survie et la survie de ses enfants. Ça, nous pouvons le constater dans la cité ici. Moi, je suis étudiant, je connais les enseignants, les enfants des enseignants qui attendaient que le salaire de leurs parents, ils n'ont pas fini les études. Ils ont abandonné. Alors, j'avais un peu quelques préoccupations à poser à l'invité. Oui. Que dit notre législation ? La législation dit quoi par rapport à la répartition des salaires ?
Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est par rapport à la transparence, manque de transparence dans les institutions, n'est-ce pas, de notre pays. Pourquoi il n'y a pas cette transparence? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas une loi qui oblige la transparence, ou bien c'est parce que nos autorités, tout simplement, ils ne veulent pas, ils savent que non, si seulement la population sera au courant de ce qu'ils touchent, les gens seront en colère, et ainsi de suite. Et puis, pour chuter, je voulais un peu savoir, est-ce que les plus grands problèmes dans cette histoire qui alarme vraiment nos yeux, est-ce que c'est la volonté politique ou c'est parfois l'absence de la législation? Merci, c'était là. Merci beaucoup, Honoré Chiboua. Docteur Jean-Luc Katende, depuis Lubumbashi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. En tout cas, je loue vraiment la clarté, peut-être même la quintessence par rapport à ces sujets très pertinents. En tout cas, j'encourage vraiment notre présentateur à faire beaucoup de recherches sur un sujet qui est très pertinent. Par rapport à moi, je dis il faut des décisions courageuses partant de la présidence jusque même au huissier. C'est très marrant. Aujourd'hui, on cite facilement le salaire d'un huissier, mais c'est très difficile de citer le salaire d'un président. Je me rappelle même dans une des émissions passées, on a posé la question à notre président, est-ce qu'on vous paye combien? Il ne connaît pas son salaire. C'est très marrant. Je vous dis, nous sommes dans un système de corruption qui laisse à désirer. Partout, c'est la corruption. Moi, je suis à Lubumbashi. Vous partez au parquet de grande instance, devant le parquet. On a écrit plainte $1. Mais si vous partez avec 2200 pour déposer plainte, jamais on ne vous recevra. En tout cas, c'est très, très marrant. C'est un système où vraiment nous devons avoir de décisions courageuses pour arriver à une solution efficace. C'était ça un peu ma contribution. Merci beaucoup. Bien, merci docteur Jean-Luc Katende. Docteur Dirk, à vous la parole. Alors je commence par ce que le docteur Jean-Luc Katende vient de dire, ce qui est tout à fait vrai. On est dans un système de corruption généralisé. Institutionnalisé, à visage découvert. Et le précédent auditeur l'a dit, il pense que les agents publics ne vivent pas de leur salaire. Ils vivent de quoi? Ils vivent sur le dos de la population qui vient réclamer des services. Ils vivent en essayant de trouver aussi comment bénéficier des canaux parallèles des rémunérations qui ne sont pas institutionnels. Ça veut dire entrer sur des listes, devenir un acteur d'un parti politique, trouver des avantages de son Et quelqu'un a dit que les jeunes aujourd'hui pensent que l'argent c'est en politique. Si vous voulez avoir de l'argent, il faut aller en politique. Il faut aller en politique. En plus, si vous n'avez pas les moyens de les avoir, d'avoir de l'argent de manière décente, vous allez chanter à longueur de journée, vous allez devenir un bandit pour un parti politique. Et c'est ça qui constitue les autres, je peux dire, sources de revenus. Public. Ça veut dire il doit trouver des canaux par lesquels... Des mécanismes pour vivre, exactement. Pour survivre. Et donc, il est dans son lieu de travail, il a sa prime, mais le reste du travail, c'est d'être dans des réseaux de corruption pour capter les ressources des personnes qui ont besoin des services, pour être en mesure de, chaque jour, de rentrer à la maison avec 100 000, 200 000 francs pour faire vivre sa famille. Et cela, il le trouve légitime parce que, tout simplement, il n'est pas en mesure de vivre décemment avec son salaire. Et cela aussi interroge notre volonté, la volonté du gouvernement à pouvoir adresser la question de la petite corruption, de la grande corruption. Je l'ai dit ici, ce n'est pas forcément ceux qui reçoivent le plus, ceux qui gagnent le plus, qui ne sont pas qui sont à l'abri. Et on sait aujourd'hui que dans notre pays, plus vous gagnez, plus votre montant de corruption devient important. Et donc, c'est tout un système généralisé, institutionnalisé. La corruption est devenue monnaie courante et elle est acceptée. Les rétrocommissions, les pourcentages, tout ça. Toutes ces pratiques qui sont
officialisés, qui sont institutionnalisés et reconnus, à moins qu'on ne ferme les yeux et qu'on fasse semblant, tout le monde le voit, doivent être bannis. Et si nous devons faire un effort pour donner à notre justice ou alors aux institutions publiques de faire un travail nécessaire à la lutte contre la corruption, il faut que ces questions soient adressées. On va accueillir Peggy depuis Lubumbashi. Bonjour Peggy. Peggy, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Allô? Merci d'ouvrir votre micro, Peggy. Bonjour. Je pense qu'il n'est pas là. Il n'est plus là. Docteur Dirk, on s'achemine petit à petit à la fin de cette émission. Le rapport a été publié il y a cela 2 semaines, vous avez dit, un mois? Une semaine, ici à Kinshasa. Alors, comment le vulgariser davantage et saisir les institutions qui peuvent apporter les changements? Alors, le rapport a été publié dans 10 provinces le 29 juin. C'était à l'occasion de la veille de notre 66e anniversaire d'indépendance. Nous avons voulu remettre cette question d'inégalité et d'injustice sociale au cœur de la question de notre indépendance. Est-ce que nous sommes vraiment indépendants avec ces genres de pratiques et qui mettent des personnes au service de l'État dans une situation de précarité absolue? Et nous avons aussi publié un rapport dans différentes provinces, que ce soit la province orientale, l'Équateur, Ituri, Bunia, le Kasaï oriental, le Bas-Congo, le Katanga, Kolwezi. Et donc, ce rapport a été, dans un premier temps, publié. Les processus de vulgarisation des communautés, des syndicats et des acteurs liés au processus de paye va se faire en province. Ici, à Kinshasa, nous avons convenu avec les syndicats de continuer le processus de plaidoyer auprès du ministre de la fonction publique, de la première ministre, et le cas échéant, auprès de la présidence, si la porte nous sera ouverte pour discuter de cela et voir dans quelle mesure, comme cela a été dit, avoir des décisions courageuses. Mais ce n'est pas seulement des décisions courageuses, mais des décisions conséquentes qui sauvent l'avenir de l'argent public et qui font de l'administration publique une administration au service du citoyen en garantissant un salaire décent, un salaire à visage humain qui humanise et qui donne à l'agent public de l'État de vivre de manière décente, honnête avec son salaire et de permettre de répondre aux attentes des citoyens en termes de gestion, de gouvernance, mais aussi d'accès aux services publics. Et s'il y a des citoyens qui veulent avoir accès à ce rapport, où les trouver? Alors, le rapport, il est publié sur notre site de Congo n'est pas à vendre, www.corruptiontue.org. Donc, notre site, c'est www.corruptiontue, en un seul mot, .org. Il peut trouver le rapport sur notre site et le télécharger et le lire. Nous sommes aussi... C'est un rapport de combien de pages? C'est un rapport de 48 pages. OK. Et il peut aussi nous joindre au téléphone au numéro 09 98 85 57 81. Nous pouvons aussi leur faire venir le rapport. Et comme nous l'avons dit, nous comptons beaucoup sur l'accompagnement et aussi l'ouverture des institutions publiques ici à Kinshasa, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, où nous allons aller pour essayer de rencontrer les députés, parce que c'est eux finalement qui décident de l'affectation du budget, la Première ministre, mais aussi le ministre de la fonction publique et la présidence, si cela sera possible, afin de discuter de cette question et faire que le travail des syndicats puisse être réellement Merci beaucoup, Dr Dirk Chaka, coordonnateur du collectif Le Congo n'est pas à vendre. Excellente journée et à la prochaine. Merci beaucoup ce jeudi. Il est 11h à Kinshasa.